Bienvenue dans ce 3e épisode de Disruption protestante. Dans l'épisode précédent, que vous pouvez réécouter sur disruption-protestante.fr ou via votre application de podcast favorite, je vous avais fait rencontrer Farsight et ses deux fondateurs au parcours plutôt atypique et dont le projet et l'identité se sont construits au fil des premiers travaux réalisés pour des clients. Cette fois, je vais vous faire rencontrer une société qui avait une idée claire du produit et du service qu'elle voulait proposer dès le début. Et plus qu'une histoire de création, c'est une histoire de développement que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est l'histoire d'une idée claire qu'on développe d'abord à deux et de comment on fait pour arriver à la concrétiser. Vous en avez maintenant l'habitude, je vous emmène d'abord en balade quelque part dans la métropole rennaise. Et à une date précise, une fois n'est pas coutume. Rennes, 17 mars 2018. Depuis le milieu de la semaine, la métropole accueille la première édition d'un événement qui se veut être un forum citoyen sur les mobilités numériques, In-Out. Côté In, des conférences, ateliers et stands d'exposition avec des experts internationaux au tout nouveau centre des congrès en plein centre-ville, réservé aux professionnels. Côté Out, des stands sur la place de la mairie et sur la place Charles de Gaulle, où les Rennais sont invités à venir tester les mobilités de demain, pendant le week-end. L'occasion pour les grands groupes et les startups de présenter leurs dernières innovations rattachées de près ou de loin au thème. Tout cela est très intéressant, mais ce week-end-là, j'ai préféré laisser traîner mes micros du côté du parc des Gailleuls. C'est ce même week-end de mars que l'ASPTT de Rennes organise depuis 35 ans sa course nature, la Rennaise. La coïncidence de date était trop belle et la course a rejoint la programmation de In-Out. Certains participants testent une innovation portée par une start-up locale, Tech4Race. Pas moins de 6 courses sont organisées sur le week-end. J'arrive sur place au moment où la première d'entre elles, la marche nordique, touche à son terme. Les premiers avalent les 9 km en 56 minutes. Mais je suis là pour la course suivante. Dans moins de 45 minutes va partir un 10 km nocturne, à la lampe frontale. Il fait froid, le parc est un peu boueux, la course s'annonce difficile. Et pourtant, pour certains des coureurs, ce n'est qu'un début. Je retrouve Aurélie Rossignol alors que les derniers participants récupèrent leur dossard et un bracelet surmonté d'une petite balise GPS. Aurélie va participer au défi. 10 km nocturnes ce soir-là et 15 km le lendemain matin. J'ai jamais enchaîné 2 jours de course et comme là c'est la course de mon club, je me dis c'est l'occasion de tester. La stratégie de mon entraîneur m'a dit ce soir l'allure d'un 10 km, donc à fond. Et demain matin c'est 15 km. Donc le début assez lentement et la deuxième partie à fond. Mais du coup ça va être relatif à fond parce qu'il y aura la fatigue dans les jambes. Grâce à la balise GPS de Tech4Race, ses proches vont pouvoir la suivre en direct pendant les 2 courses. Il y a mes collègues de course qui sont sur les postes de ravitaillement, donc ils vont pouvoir, en nous attendant, du coup, voir à quel moment on arrive et pouvoir suivre la course en étant un petit peu loin de tout, parce que voilà, sur le ravitaillement, ils vont voir passer les coureurs 1 ou 2 fois, mais sans voir l'intégralité de la course. Avant de la laisser s'échauffer et même se réchauffer un peu, j'ai demandé à Aurélie de me montrer où était la balise GPS. Elle était bien cachée sous sa manche et n'avait pas l'air du tout de la gêner. Non, c'est pas gênant, je l'ai mis autour du bras, c'est très léger. Je pense pas que ça va me déranger et oui, je suis assez surprise par la légèreté du tracker. Ouais. J'ai croisé Aurélie à l'échauffement le dimanche matin. Ça avait l'air d'aller malgré le parcours et les conditions pas faciles de la veille. J'ai suivi un peu la course dans le parc et on a débriefé au téléphone quelques jours plus tard. Allô Antoine ? Oui, salut Aurélie, ça va ? Oui, ça va bien et toi ? Ouais, très bien, tu m'entends bien ? Oui, je t'entends bien. Ouais, bon, super, ça enregistre, hein. Je précise juste. Ça va, bon, okay. Tu t'es bien remise de la course ? Bien remise, des courbatures en début de semaine, parce qu'enchaîner 2 jours de course, c'était une première pour moi, donc mais très très agréable, et puis voilà, c'était un challenge, et le challenge est relevé. Déjà de retour à l'entraînement ? Déjà de retour, oui, dès mardi. Et là, ce soir, j'y retourne. Je voulais commencer par te poser une question parce que j'ai regardé le classement de la course dès dimanche après-midi ou lundi matin, je sais plus. Oui. J'ai vu que tu avais fini 2e le samedi soir, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. 5e du 15 km le dimanche matin. Non, j'ai dû terminer 10e, mais 5e de ma catégorie. Ah d'accord, ok. Oui, ouais, c'est ça. Mais j'ai pas trouvé le cumulé, alors ça a donné quoi au cumulé ?
Alors le cumulé, je termine deuxième féminine. Ah, Donc, super. je suis très contente. Je monte Super, sur le félicitations. podium. Merci. On discutait avant la course samedi, tu disais qu'il y avait peut-être des copains qui allaient suivre la course aussi sur le parcours. Est-ce que tu as des gens qui ont suivi avec Tech4 Race sur le parcours ou de plus loin? Oui, j'ai mon mari du coup qui a suivi avec Tech4 Race dans les Gaillards et une amie de la SPTT qui elle était au ravitaillement à l'arrivée. Donc ils ont pu suivre la course en direct, donc ils ont beaucoup apprécié. Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui t'intéresserait? Peut-être sur des plus longues distances, non? Sur les plus longues distances, oui, ça pourrait être pas mal, aussi bien en compétition que en personnel. Moi, je trouverais intéressant d'avoir ce boîtier-là au quotidien, chaque fois que je parcourir. Comme ça, en fait, je sais pas si jamais je me blesse ou autre, on peut avoir un suivi du coup d'où je suis. Et tu n'utilises pas des applications sur smartphone déjà qui font un peu ça? Eh bien, je ne cours pas avec mon téléphone parce D'accord. qu'il est trop imposant. Et du coup, ce que je trouvais intéressant sur ce boîtier, c'est qu'il n'y avait pas besoin de courir avec une carte SIM. Aurélie s'entraînait déjà pour un semi-marathon, celui de Liffrey 15 jours plus tard. Ça m'a rappelé cette analogie que font souvent les pros de la transformation digitale entre l'entrepreneuriat et la course à pied. C'est vrai qu'on sait quand commence l'aventure de la start-up. Mais après, est-ce plutôt un marathon ou des sprints à répétition ? Je vous emmène à Digital Square, la pépinière de start-up ouverte en grande pompe en début d'année par Rennes Métropole à Cesson-Sévigné. En fait, certaines boîtes sont déjà installées ici depuis 1 an. C'est par exemple le cas de Tech4 Race. Vous vous souvenez sans doute de Douglas et Melchior dans l'épisode précédent. Ils avaient monté Farsight après avoir travaillé ensemble dans une autre entreprise, et c'est un cas de figure que l'on retrouve très souvent. Pour Adrien Savary et Fabien Le Thor, l'histoire est assez différente. Pour l'un comme pour l'autre, oui, c'est notre première création d'entreprise. On se connaissait pas du tout. On s'est rencontrés par hasard sur un site web avec une petite annonce. En tout bien, tout honneur. Adrien, que vous entendez, a répondu à une annonce de Fabien qui avait l'idée de Tech4 Race. Grand sportif et ingénieur, il cherchait un associé. Adrien, lui, travaillait à l'accompagnement d'entreprises pour une collectivité. Au début, les deux fondateurs travaillent sur leur projet le soir et le week-end, en parallèle de leur job. Ça m'a fait penser à une course cycliste. Vous connaissez la différence entre départ fictif et départ réel sur une course ? Le départ fictif se fait souvent dans un centre-ville avec des animations, mais le chronomètre est lui réellement lancé un peu plus loin et la course peut alors commencer. Cette première période de Tech4 Race, c'est un peu le moment entre ces deux départs. Le départ réel, lui, a été donné par la participation au programme d'accélération de la French Tech Rennes-Saint-Malo qui s'appelle le Booster. On s'est dit fin 2015, début 2016, est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on y va ? Comme à la pêche, on a vu un hameçon, mais c'était un hameçon pour nous aider, hein, et pas pour nous pêcher, nous manger, au contraire. C'était celui de la French Tech avec le programme Le Booster. Il relançait la dynamique, il cherchait des idées, parce que c'est le principe du booster, partir des idées, essayer de structurer ces idées et les amener vers un modèle économique et essayer de confronter ce modèle économique à des besoins concrets. Et en gros, pendant les 6 premiers mois de l'année 2016, on a travaillé sur ce projet en parallèle de nos emplois respectifs. Cette période-là nous a confortés sur le besoin, parce que du coup, on est allé concrètement rencontrer les différents acteurs du marché à qui on pouvait adresser potentiellement notre solution. Ça nous a permis de remonter du terrain effectivement des besoins bien concrets, du verbatim, et ça nous a permis d'appréhender les différentes parties prenantes de l'environnement dans lequel on voulait s'inscrire, et par la suite du coup à partir de cette typologie d'acteurs, de comprendre qui pouvait être parmi ces acteurs nos clients, qui pouvaient payer, quelles étaient éventuellement les dispositions à payer. Sans le booster, tu crois que vous vous seriez lancé quand même ou pas ? Difficile à dire, pas sûr, parce que à un moment donné, il faut pouvoir avoir comme un objectif qui nous anime. Quand on a quelque chose qui est devant nous, plus ou moins haut si on raisonne en termes de mur ou en termes d'obstacles, bon, si on a envie,
on essaie de le franchir. En tout cas, ça nous donne un objectif, ça nous donne une échéance, ça nous donne une limite. Ça permet de tester. Là, ça a été le cas. Il n'y aurait pas eu ça, il n'y aurait pas eu cette échéance, il n'y aurait pas eu cette contrainte finalement de l'échéance, ou cette contrainte de l'opportunité, parce qu'en l'occurrence, potentiellement, ça apparaissait comme une opportunité pour nous. Peut-être qu'on aurait traîné, peut-être on serait tourné autour encore pendant quelques temps et on n'aurait pas consacré le temps qu'on a consacré à la structuration et à la définition de notre modèle économique. Ce que Adrien et Fabien ont compris rapidement, c'est que pour se différencier de leurs concurrents et proposer une solution complète, facile à déployer et facile à prendre en main surtout, il leur fallait maîtriser l'ensemble du produit. L'enjeu, par rapport à ce qu'on propose, on n'a pas fait du hardware et du software pour se faire plaisir, c'est parce qu'on avait identifié, par rapport à ce qui se faisait sur le marché, que ce qui manquait sur le marché ou les problèmes du marché générait du manque. Et ce manque, on pouvait le combler. Pour le combler, il fallait qu'on maîtrise la solution de A à Z. On a des concurrents sur le marché, heureusement, mais force est de constater que ce qui existe depuis des années n'a jamais permis de généraliser le tracking live à tout type d'événements sportifs, ce qui est nous notre challenge. Alors il y a des choses qui existent superbement bien faites sur des événements premium, Tour de France, Vendée Globe, Coupe de l'Amérique, etc. Il y a des acteurs qui font des choses au cas par cas, mais alors que le GPS n'a rien d'innovant en soi, c'est quelque chose qui existe depuis des années, ce n'est pas généralisé. Donc il y avait bien un problème. Un des problèmes, notamment, c'était d'avoir cette maîtrise complète de la solution pour pouvoir la gérer, l'enrichir et donc proposer des services adaptés et pertinents. Donc la première décision qui a été la nôtre, c'est de se dire on fait une solution de bout en bout. Le hardware, c'est-à-dire le tracker GPS, le soft, c'est-à-dire les interfaces de suivi. Voilà, ça a été la première décision. Pour bien comprendre, prenez l'exemple de l'iPhone. Si le premier modèle a si bien marché et était si différent par rapport à ce qui se faisait à l'époque, c'est parce que Apple avait la main sur le matériel, mais aussi sur le logiciel qui tournait dessus. Dans ce cas-là, il est possible d'optimiser chaque aspect du hardware, c'est-à-dire le téléphone en lui-même dans le cas d'Apple, ou la balise GPS dans le cas de Tech4Race, et chaque aspect du software, c'est-à-dire le système d'exploitation de l'iPhone, ou même certaines applications qui avaient été développées par Apple directement, et c'est l'interface web où chacun peut voir la progression du sportif pour Tech4Race. C'est pour ça qu'en rentrant dans le bureau, j'ai été surpris de voir une station équipée en matériel électronique pour construire les trackers. J'ai alors demandé à Adrien comment il s'organisait pour s'occuper de tout et même de la fabrication des balises avec une équipe encore assez réduite. Alors comment on s'organise ? Là on fait comme on peut, comme beaucoup d'entreprises qui démarrent, qu'elles soient start-up ou pas start-up, peu importe, une entreprise qui démarre, elle doit faire beaucoup de choses quand elle n'a pas les moyens qu'elle aimerait avoir. Voilà, et donc quand je parle moyens, c'est de moyens humains. Bon, on a structuré les choses pour que les postes les plus importants soient occupés à temps plein. Fabien, il est à 100% sur le développement. Alors à 100%, il est avec moi évidemment aussi sur les décisions stratégiques, la gestion de l'entreprise, quand il y a des décisions à prendre. Mais dans le quotidien, il est 100% sur le développement. Après, on a eu un double besoin très vite qu'on a identifié. Ça a été, il va falloir qu'on existe sans qu'on soit en capacité de mettre notre solution sur les courses avant un certain nombre de mois. Donc il fallait faire de la communication. On avait ce besoin-là. Et puis on avait un besoin bien particulier, parce que j'ai parlé beaucoup du tracker tout à l'heure, mais une des autres valeurs ajoutées de notre produit, c'est les interfaces web, qui sont travaillées dans une logique de co-développement avec des acteurs du terrain, avec des professionnels qui connaissent ce dont il faut, qui nous font part de leurs besoins, et nous, on crée à partir de ça. Et donc là, on fait du design d'interface. Donc certains parlent du UX design, expérience utilisateur. Et donc on avait ce besoin-là de pouvoir designer et maîtriser aussi ce qu'on va faire pour que ça corresponde vraiment aux attentes. Et du coup, on a recruté une personne, Anaïs en l'occurrence, quasiment dès le début du projet, qui, du fait de ses compétences, pouvait piloter à la fois la com et à la fois la créa, le design de nos interfaces. Après, tout le reste, c'était Bibi. C'est-à-dire la gestion de l'entreprise, l'administratif, le recherche de financement, la compta, les salaires, et puis le développement commercial, autant que faire se peut avec le temps qui restait. Et puis l'idée maintenant, c'est de venir recruter pour combler les trous. Donc là, la priorité, c'est du commercial. On a une première personne qui est arrivée qui va m'assister là-dessus, puis on recrute une personne dédiée au commercial. Donc là, au début, on fait un peu tout. Il faut savoir un peu tout faire.
En plus de toutes ces tâches, ils ont pas mal voyagé parce qu'ils ont dû se rendre sur place lors des premiers événements. Le but de la solution est justement de permettre aux clients de se débrouiller sans intervention de l'équipe rennaise. Alors il y a toujours des cas de figure où, apprentissage faisant, on est présent sur les premières fois, notamment quand on a des clients qui derrière pourront générer de la récurrence. Concrètement, on a un client qui a amené notre solution sur un marché lointain à Abu Dhabi, sur de l'endurance équestre. On est allé avec eux déjà pour gagner le marché contre les concurrents italiens. Une fois que ça s'était fait, on est allé une deuxième fois avec eux pour mettre en place la solution, et par la suite, eux, ils étaient autonomes. C'est-à-dire concrètement, ils avaient l'équipement pour créer le réseau, parce que effectivement, c'est un des atouts du réseau LoRa. Quand il n'y a pas d'opérateur, on peut créer un réseau privé, et donc on s'affranchit de ce problème-là. Donc eux, ils savent aujourd'hui créer un réseau LoRa sur le parcours à Abu Dhabi, et on leur expédie des trackers, ils les reçoivent, ils les distribuent. Les trackers se réveillent tout seuls, les participants n'ont rien à faire, ils les portent, les interfaces sont créées, ça se met en live, ça suit, ils récupèrent les trackers, ils nous les renvoient. Donc pleine autonomie, ce qui est effectivement l'objectif. Bon, sur la Rennes, c'était le cas aussi. On leur a amené les trackers, ils ont été remis aux participants. Ils se sont réveillés le premier soir, ils se sont réveillés le lendemain matin, tout seuls pour repartir, pour couvrir les 2 courses du défi qui étaient proposées. Vous l'avez sans doute déjà compris, les clients de Tech4Race sont les organisateurs des courses. Libre à eux ensuite de rendre les trackers disponibles pour tous les participants ou de les proposer en option, payante, à ceux qui souhaitent en être équipés. Le chiffre d'affaires généré par les premiers événements est encore loin d'être suffisant pour étoffer l'équipe et répondre à tous les besoins. Adrien et Fabien sont donc en pleine recherche de financement. Une course d'endurance de plus dans leur quotidien où il faut parier sur plusieurs chevaux à la fois. Le premier, une plateforme de financement participatif. On a choisi Gweneg, donc la plateforme en ligne, les personnes, c'est assez facile pour accéder aux informations et proposer des engagements financiers pour nous soutenir. Aujourd'hui, c'est 50 000 euros avec 7 ou 8 personnes, 7 personnes je crois. Second cheval, des investisseurs locaux avec un engagement financier plus important. La deuxième logique, c'était de rencontrer des business angels individuels qui sont en capacité de mettre des tickets un petit peu plus élevés que 2 000, 5 000 ou 10 000 euros, ce qui est déjà beaucoup en soi. Là, on raisonne plutôt sur du 50 000 ou du 100 000 euros. Donc là, c'est des rencontres, du réseau, de la visibilité sur les réseaux sociaux. Bref, c'est un ensemble d'actions qui permettent à un moment donné de faire émerger un intérêt. C'est le réseau dans lequel on est, qu'on cherche aussi à entretenir. Et hop. En l'occurrence là, 2 personnes se sont dites intéressées pour intervenir sur des montants autour de 140 000 euros. Donc ça nous, là aussi c'est rassurant. Et ce qui est intéressant, c'est que là par contre on a une discussion en face à face avec la personne, parce que vu les montants, il y a l'envie aussi d'en savoir un peu plus, et puis il y a l'envie aussi de participer. Ces personnes feront partie du board de l'entreprise, et c'est important aussi pour nous d'avoir un feeling avec ces personnes. Et on a la chance d'avoir 2 belles personnes potentiellement demain avec nous. Troisième et dernier cheval dans cette course au financement, les fonds d'investissement. Puis derrière, l'idée c'était de compléter ça par des fonds, donc aller au-devant des fonds spécialisés dans l'amorçage. Voilà, ça c'est un chemin un petit peu plus compliqué, beaucoup plus raide et tortueux, parce que il y en a beaucoup qui interviennent sur des logiques différentes en fonction des montants, en fonction du business, en fonction du secteur, en fonction si on est du hardware ou du software. Nous on est sur les 2. Voilà. Et là, j'espère qu'on arrive au bout, parce qu'en même temps que je vous parle, normalement notre dossier est en train d'être passé en comité. Donc je croise les doigts, j'espère que vous nous porterez chance et que à la fin de l'entretien, j'aurai un message sur mon téléphone nous disant que c'est bon. Je vais laisser planer le suspense jusqu'à la semaine prochaine sur le dénouement de cette course. D'autant plus que le prochain épisode sera consacré dans son intégralité au financement des entreprises comme Tech4Race, notamment via un entretien avec Karim Essemiani, qui est le créateur de la plateforme Gweneg dont nous parlait Adrien tout à l'heure. Avant de quitter l'équipe Tech4Race, j'ai posé la grande question de cet épisode à Adrien. Avec le recul de cette première création d'entreprise, comparerait-il l'aventure plutôt à un marathon ou plutôt à des sprints à répétition ? Eh bien, sans faire le normand que je ne suis pas, je suis bien breton, je dirais un mix des deux. En fait, je verrais bien à 3000 steeples. 3000 steeples, c'est du fond. Il y a des obstacles. D'ailleurs, des obstacles qui ne sont pas tous les mêmes. Il y a la barrière et il y a la rivière.
Et on se fait éclabousser dans la rivière, donc ça veut dire qu'on peut s'en prendre aussi un peu de temps en temps plein la figure. Il y a un côté peloton, donc on joue des coudes, on prend des coups. Donc voilà, je trouve que et puis il y a du sprint parce que 3000 steeps ça se finit toujours sur un sprint au final. Donc j'aime bien le 3000 steeps pour illustrer ça. Dans le prochain épisode de Disruption protestante, je vous parlerai donc d'une course qui peut vite devenir une course contre la montre et pour laquelle nous troquerons le short et les baskets pour un costume et une cravate. Je veux bien sûr parler gros sous et financement. Retrouvez-nous sur Twitter, @disruptionpr, pour suivre l'actualité de la série. Et bien sûr, abonnez-vous et laissez vos commentaires sur votre application de podcast préférée. Avant de vous quitter, je vous signale la tenue prochaine de la 2e édition du Hackathon à Rennes. Rendez-vous les 2 et 3 juin prochains au Jardin Moderne. Vous l'avez compris, plus l'idée est absurde et mieux c'est. Et si vous ne vous sentez pas l'âme de disrupter les énergies, une restitution publique est proposée le dimanche soir, donc le 3 juin, à 17h. Toutes les infos sont dans les notes de cet épisode sur disruption-protestante.fr. Disruption protestante est une série produite par Antoine Gouritin, la musique originale du générique a été réalisée par Julien Solaire.